Oui, en fait, le combat est en train de se dérouler en ce moment même dans le détroit d'Ormuz. Ces dernières heures, on a eu 3 pétroliers. 4, Qatar. Oui, tu as raison. Tu as raison. Oui, j'ai oublié le dernier. Et on en a 4 qui ont été frappés par les gardiens de la Révolution, parce que les États-Unis essayent d'utiliser la partie sud du détroit près d'Oman. Tu sais, le gouvernement omanais, franchement, je pense qu'ils ne savent plus quoi faire, parce qu'ils subissent une énorme pression de la part des États-Unis. Dites-moi, pensez-vous que les Omanais jouent un double jeu, Nima Al-Khorshid? Vous savez, ils savent qu'au fond, ce qui compte vraiment, c'est leurs voisins, c'est-à-dire l'Iran. Mais leurs économies pourraient subir une énorme pression s'ils s'entendent avec l'Iran. Je dirais qu'en coulisses, ils ont dit aux Iraniens, « On est avec vous, mais on ne peut pas le dire publiquement. » On ne peut pas dire ça du tout. Oui, et vous faites ce que vous voulez. Mais nous, on va dire aux États-Unis, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, tant que c'est près de notre frontière. Mais au fond, je dirais qu'ils ne peuvent pas aller contre les États-Unis. Vous savez, ils connaissent la pression. Ils connaissent la puissance américaine. S'ils essayent de leur mettre la pression ou de toucher à leur économie, c'est là que le problème se pose pour le gouvernement omanais. Ils ne sont pas si puissants, il faut l'admettre. Et c'est là qu'on retrouve encore une fois cette nouvelle confrontation entre les deux camps, l'Iran et les États-Unis, qui s'affrontent dans le détroit d'Ormuz. D'après les informations, les États-Unis ont essayé d'intercepter certains de ces drones iraniens dans le détroit d'Ormuz. Ils tentent d'utiliser la marine pour protéger les pétroliers qui traversent le détroit. Mais l'Iran ne va pas reculer. On le sait. Ces gens-là sont vraiment coriaces, à mon avis, et ils vont le montrer avec le temps. Ils ne vont pas céder. C'est pour ça que je pense que la guerre va continuer comme ça. Je ne sais pas si les États-Unis vont attaquer l'Iran dans les prochaines heures à cause des attaques contre ces pétroliers, parce que c'est possible. Et d'ailleurs, l'Iran s'y est préparé. D'après ce que j'ai entendu des Iraniens, ils sont prêts à faire face à une attaque si quelque chose se produit. Et ils savent déjà quelles seraient les cibles de représailles de la part de l'Iran. Voilà la situation dans le détroit d'Ormuz. Vous avez eu raison de mentionner le cas du Liban. Dans le sud du Liban, il ne se passe rien de nouveau. Les combats continuent. Ils ont d'une certaine manière réussi à réduire le nombre de victimes, le nombre de personnes tuées, parce qu'il y a... Enfin, ce n'est pas vraiment une pause. C'est incroyable. Je ne sais même pas comment... Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Qu'est-ce que c'est au juste? Comme le dit l'ambassadeur Chas Freeman, c'est un cessez-le-feu à la manière israélienne. Excellente définition, oui. Très bien. Très bien. C'est ça, la réalité. Les deux camps continuent de s'affronter. À mon avis, il n'y a pas de protocole d'accord. Ils essayent de faire quelque chose, mais pas grand-chose. Quand il s'agit du Liban, le protocole d'accord est déjà complètement rompu. Et c'est en gros ce que ça voulait vraiment dire. Pourtant, de l'autre côté, ils n'écoutent toujours pas. C'est pour ça qu'ils ne vont pas avoir une autre réunion avec les Américains. C'est la raison. Parce que si la question du Liban n'est pas réglée et que les combats se déroulent dans le détroit d'Ormuz, dans le protocole d'accord, au paragraphe 5, il est clairement écrit « sous gestion iranienne » ou quelque chose comme ça. C'est écrit, mais on ne le voit pas se concrétiser. Les États-Unis sont toujours là, en train d'essayer de manipuler le détroit, et la guerre continue. Voilà le problème. Peut-être, l'autre sujet, c'est l'OTAN, et ce qui se passe au sein de l'OTAN avec la guerre en Ukraine. C'est, je dirais, l'un des principaux enjeux pour l'OTAN en ce moment. Qu'est-ce qu'ils veulent faire?
Du côté des Européens, ils ont prévu 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Jusqu'à présent, ils ont envoyé environ 4 milliards et ils affirment que le reste est prêt à partir. En ce moment, au sommet de l'OTAN, on parle d'un soutien d'environ 70 milliards de dollars pour l'Ukraine et pour ce qu'elle fait face à la Russie. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré qu'il avait parlé avec Vladimir Poutine et avec Zelensky. Selon lui, les deux veulent mettre fin à la guerre et à tout ce qui s'y rattache. On verra bien. Il répète simplement le même type de discours qu'on entend de sa part depuis plus d'un an. Comment voyez-vous cette situation? C'est très compliqué, parce que ce sommet, en réalité, c'est le sommet du réarmement de l'Ukraine, surtout avec ce programme de drones à plusieurs milliards de dollars. En gros, l'OTAN parie sur une guerre de drones contre la Russie pour l'affaiblir, et elle y va à fond. Les Russes le savent. Même avant l'été, ils savaient déjà que c'était la seule carte qui restait à jouer, parce que l'OTAN n'a plus vraiment de carte militaire sérieuse. Du coup, ces guerres de drones sont en fait des guerres terroristes, puisqu'elles visent beaucoup d'infrastructures civiles russes. Alors, que font les Russes? Strength War. Il faut regarder ce qui se passe sur le champ de bataille. Et c'est vraiment important qu'enfin, on voit une réponse russe à la guerre des drones, avec des contre-attaques dévastatrices contre le complexe militaro-industriel à Kiev et autour de Kiev, surtout ces 2-3 derniers jours. Et ça va s'intensifier. C'est une réponse, je dirais, à ce qui est pratiquement devenu un consensus national en Russie. Ça suffit, ça dure depuis trop longtemps. Il est temps d'y mettre fin, à notre manière, et sur le champ de bataille. Parce qu'on le sait, encore une fois, Lavrov le dit, les États-Unis ne sont pas capables de respecter un accord. Alors, à quoi bon discuter avec Tweedledum et Tweedledee, avec Koch et Kushner, et des milliers de voyages à Moscou? Rien, il va rien se passer. Donc il faut qu'on gagne ça sur le champ de bataille. Un élément en plus, ce que Poutine a dit hier pour la première fois, officiellement. Il a parlé non seulement de la libération du Donbass qui est en cours, mais aussi de la Novorossia. Et ça, c'est un vrai tournant. Ça veut dire toute la zone considérée comme terre russe jusqu'à Odessa. En gros, c'est tout le sud-est de l'Ukraine, presque le centre et le sud-est, pratiquement tout. Et la Russie présente ça comme on agrandit notre zone tampon. Évidemment parce que s'ils conquièrent tout ça, ce sera tout prêt. De l'autre côté, il y aura l'OTAN. Donc une zone tampon. Même s'ils ne conquièrent pas tout, il y aura une sorte de zone démilitarisée entre les territoires conquis et ceux qui seront proches de l'OTAN dans l'ouest de l'Ukraine. Autrement dit, la nouvelle configuration de l'opération militaire spéciale est déjà en place, non? On la voit se mettre en place sous nos yeux. C'est d'ailleurs un sujet dont on a beaucoup parlé, par exemple le mois dernier en Russie, pendant le forum de Saint-Pétersbourg. Beaucoup disaient, regardez, il faut que les choses changent. Et à ce moment-là, il y a eu une grande discussion au plus haut niveau, au Conseil de sécurité nationale, avec certaines personnes, la plupart étant des partisans de la ligne dure d'ailleurs, comme Bortnikov du FSB, ce genre de profil. Et apparemment, Poutine les écoutait. Et Poutine, de toute évidence, tenait compte de l'opinion publique. N'oublions pas qu'il y a des élections en Russie en septembre. Donc la poursuite de la guerre à l'ancienne, ça ne va pas toucher le cœur de qui que ce soit. Faut oublier. Et comme conséquence inverse, à cause de cette guerre de drones terroristes que l'Ukraine intensifie contre toutes sortes de cibles, certaines énergétiques, mais beaucoup d'infrastructures civiles, la réponse russe leur fait payer bien plus cher qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Parce que l'idée au départ, c'était, d'accord, on peut frapper n'importe où en Russie,
Ils ne feront rien puisqu'ils ont annoncé leurs lignes rouges sans jamais les appliquer. Eh bien, plus maintenant. Ce bateau est déjà parti. Maintenant, c'est une toute autre histoire. Et quelque chose qui a été très instructif pour nous tous, c'est de comparer la guerre en Ukraine, cette guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie, avec la guerre américaine contre l'Iran. Qu'est-ce que la Russie a appris de ce qu'a fait l'Iran? Elle en a tiré beaucoup de leçons et elle compte en appliquer certaines. Pas dans le sens d'un système décentralisé, parce qu'en Russie, les décisions sont très centralisées. Tout passe par le ministre de la Défense et il faut suivre la ligne du ministère à Moscou. Point final. Mais ils ont appris à être plus souples, plus créatifs, plus dynamiques pour dérouter l'ennemi. N'oubliez pas que beaucoup de généraux ukrainiens ont étudié en Russie. Ils savent comment les Russes réfléchissent. Donc ils doivent improviser. Ils doivent faire preuve de plus de créativité à ce niveau-là. Et bien sûr, ils doivent libérer toute leur puissance de feu. Jusqu'à présent, ils en ont utilisé quoi? Peut-être 30-40% de ce qu'ils ont. C'est la même chose avec l'Iran. L'Iran, dans cette guerre, a déployé quoi? Au maximum 40% de ses capacités. Ces parallèles entre les deux guerres sont d'ailleurs fascinants à observer. Et si l'on tient compte du fait qu'il existe un partenariat stratégique avec des discussions militaires au plus haut niveau, il est évident qu'ils échangent des informations dans les deux sens, ce que l'Iran a appris de la Russie et ce que la Russie peut apprendre de l'Iran. Alors évidemment, est-ce qu'ils étudient ça à l'OTAN? Bien sûr que non. Si on lit les documents internes de l'OTAN, c'est toujours la même histoire. Ils croient vraiment qu'ils peuvent affaiblir la Russie avec cette nouvelle guerre de drones, avec ce programme de drones à plusieurs milliards. Voilà ce qui se passe à Ankara. En gros, beaucoup d'argent pour beaucoup de drones. Donc l'Ukraine va perdre la guerre un peu plus tard, au lieu de la perdre dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais il y a un point très important. Ce n'est pas un sujet secondaire, c'est lié au thème principal. Quel est le rôle des États-Unis dans tout ça? En gros, les États-Unis obligent tout le monde à dépenser 5% de leur PIB pour la défense. Et en même temps, ils sont en retrait quand il s'agit de l'Ukraine. Et c'est une guerre européenne en Ukraine. Les États-Unis n'ont rien à voir là-dedans. Bon, on peut fournir un peu de renseignements, des images satellites que vous n'avez pas, ce genre de choses qu'on a un peu partout en Europe, etc. Mais voilà, c'est tout. La vraie guerre, la guerre sur le terrain, c'est à vous de la mener. Alors les Européens, ils regardent ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on a? Rien. Bon, faisons plein de drones. Voilà, je pense que c'est l'explication ultra minimaliste de ce qui se passe pendant ce sommet de l'OTAN. Et bien sûr, ça ne va pas marcher, parce que la contre-réaction russe a déjà commencé. Ils se disent, très bien, on va tout donner sur le champ de bataille et on va détruire votre complexe militaro-industriel. C'est déjà en cours. Pépé, tu penses que les dirigeants en Russie et en Iran comprennent vraiment que ces deux guerres, en fait, c'est la même chose? Oui, bien sûr, vous n'entendrez jamais ça en public. Mais les vrais géopoliticiens, des deux côtés, et il y en a beaucoup à Téhéran comme à Moscou, savent très bien qu'il s'agit de la même guerre. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est la guerre américaine, démultipliée, contre les États de civilisation qui refusent de se plier aux règles américaines, à ce qu'on appelait autrefois l'ordre international fondé sur des règles. La Russie et l'Iran sont en première ligne. Et la Chine, là où, au bout du compte, la guerre ultime opposera les États-Unis à la Chine. De véritables États de civilisation, 3 nations souveraines et indépendantes, dont 2 puissances nucléaires, avec une immense étendue à travers l'Eurasie.
À L3, elles peuvent chasser les États-Unis d'Eurasie, définitivement. Ce processus a déjà commencé. Nous sommes en plein dedans. Ces 3 États de civilisation sont en train d'expulser les États-Unis d'Eurasie. Donc là, on est en train de renverser Mackinder, Mahan, Spikeman, Brzezinski, tous en même temps. C'est absolument stupéfiant ce qui se passe. Et maintenant, tout va beaucoup plus vite qu'avant. Avec la guerre que l'Iran vient de gagner, le processus s'est accéléré. Avant, disons que ça avançait lentement mais sûrement. Après la victoire iranienne, maintenant c'est très rapide. Et si on a ce nouveau parapluie de sécurité en Asie de l'Ouest, qui serait essentiellement assuré par le Pakistan. Les Saoudiens, bien sûr, sont d'accord, puisqu'ils ont déjà un pacte militaire qui a été renforcé. Les Pakistanais ont expliqué aux Iraniens, voilà comment ça va fonctionner. Vous êtes d'accord? Eh bien, tant que ça ne nous menace pas, nous, l'Iran, pas de problème. Et bien sûr, les autres pays du CCG devront s'y plier, non? Et l'Égypte pourrait en faire partie, selon la manière dont ils vont apaiser les propriétaires américains de l'Égypte. Et la Turquie, bien sûr. Quand elle regarde ça, elle se dit « Attendez, on se couvre un peu trop. » Notre avenir, ce n'est pas avec l'OTAN. Notre avenir, c'est avec l'Eurasie dans son ensemble. Tout ça, c'est la vitesse d'échappement de ce processus, qui il y a encore 3 ou 4 mois avançait très lentement. Maintenant, c'est extrêmement rapide. Tout a complètement changé. C'est un tout nouveau jeu. Et ça, c'est quelque chose que l'administration Trump ne peut pas comprendre, parce qu'elle n'a littéralement aucun penseur géopolitique. Le seul type de réflexion géopolitique qu'ils ont à l'intérieur de l'administration, c'est quelqu'un comme Kobe, celui qui a rédigé la doctrine de sécurité nationale et qui en gros est un xénophobe. Pour lui, il n'y a qu'une seule guerre qui compte, c'est celle des États-Unis contre la Chine. Il ne comprend même pas l'Eurasie dans son ensemble. Il ne voit que la Chine comme une menace pour les États-Unis. Et à propos de l'OTAN, Nima, regarde simplement qui en est le dirigeant aujourd'hui. Il ne mérite même pas d'être comparé à un personnage de dessin animé. Et c'est ce type qui dirige l'OTAN. C'est incroyable. Alors comment pourrait-il avoir une vision d'ensemble? Même si, bien sûr, ils ne l'ont pas. Même s'ils avaient étudié Mackinder, Mahan, Spikeman à l'école, ou s'ils étaient contemporains de Brzezinski. Ils ont lu le livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier, publié en 1997. Et pourtant, ils n'en ont toujours rien retenu. Ils n'ont toujours pas compris que plus tard, Brzezinski lui-même disait « Peut-être que c'était une mauvaise idée. Peut-être qu'on aurait dû essayer d'intégrer la Russie à l'Occident. » Alors, quand on compare le niveau d'éducation et de réflexion géopolitique des dirigeants en Iran et en Russie avec celui de l'Occident, évidemment, tout s'explique. Ils sont tout simplement incapables de voir que l'échiquier n'est plus le même. L'échiquier sur lequel ils ont grandi n'existe plus. Ils pensent encore que l'échiquier des années 90, c'est toujours le même. Mais ça, c'était il y a longtemps. Et c'est pour ça que ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues de Téhéran, de Qom, de Najaf, de Karbala, de Mashhad, ces millions de personnes, ils ne célèbrent pas seulement la sagesse du guide Khamenei, la continuité avec Mojtaba. Ils célèbrent surtout le fait que l'Iran a parfaitement compris que le nouvel échiquier, c'est lui qui est en train de le créer maintenant. L'échiquier a changé parce que l'Iran a gagné une guerre. Et c'est pour ça que tout a basculé. En Occident, ils ne peuvent tout simplement pas comprendre ça, Nima. C'est structurellement impossible. C'est trop. C'est beaucoup trop pour eux. Ils vont devoir repenser tous leurs concepts. Ils vont devoir adopter la diplomatie. Impossible. Pépé, il y a 2 acteurs importants au sein des BRICS. L'un d'eux, comme tu l'as mentionné, c'est la Chine. À mon avis, l'intérêt de la Chine, c'est la paix. Parce que quand il y a la paix,
On a plus de partenaires, plus d'échanges commerciaux, et finalement, tout en découle. C'est pour ça, en gros, qu'ils ne veulent pas que la guerre continue. Bien sûr. D'un autre côté, on voit que l'Inde se range, d'une certaine manière, du côté d'Israël et des États-Unis. Je ne sais pas vraiment quelle est leur stratégie, mais ça ne semble pas annoncer de bons jours pour l'Inde avec le temps. Ça revient toujours au même point, Nima. Le complexe d'infériorité des classes dirigeantes indiennes et le fait qu'elles traînent encore leur siècle d'humiliation sous leur âge, elles n'ont jamais réussi à s'en débarrasser, contrairement à la Chine. La Chine, elle, a surmonté ce siècle d'humiliation et a dit « Très bien, c'est fini. On va se développer selon nos propres critères, notre propre système, et on ne doit rien à personne. » Les classes dirigeantes indiennes, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est un énorme problème pour les BRICS. Donc je ne m'attends à rien de vraiment solide qui sorte de ce sommet des BRICS en septembre. On est à seulement 3 mois. C'est peu. J'en parlais justement avec un ami indien tout récemment. C'est l'un des esprits indiens les plus brillants en fait. Et il disait, non, la direction ici a fait le mauvais pari et maintenant elle ne peut plus revenir en arrière. Donc elle n'a rien à offrir aux BRICS. Et les autres pays des BRICS le savent déjà. Alors comment allez-vous composer pendant le sommet? Ça va être très difficile. Très difficile. Le Brésil sera distrait par les élections. L'Inde ne sait pas quoi faire. Ce sera très intéressant de voir comment l'Iran sera accueilli au sein des BRICS comme membre à part entière. C'est vraiment, vraiment important. Et bien sûr, la Russie et la Chine vont devoir refaire tout le travail de fond, pour tout remettre en place. Et un problème de plus, les Émirats. Les Émirats sont désormais membres à part entière des BRICS. Alors, qui va combler le fossé entre les Émirats et l'Iran au sein des BRICS? Il n'y a que 2 candidats possibles, la Russie et la Chine, encore une fois. Donc ce sommet, franchement, ça va être waouh, ça va être l'enfer, vraiment. Si les Indiens étaient assez malins, ils essaieraient de s'en sortir en disant « Bon, essayons enfin d'avoir une plateforme commune. » Mais c'est impossible quand on voit comment ils ont réagi avant même le début de la guerre et comment ils se sont alignés avant même le début du conflit. Ils n'ont aucune crédibilité auprès des autres grands membres des BRICS. Donc oui, ça va être très difficile. C'est peut-être le moment pour le Pakistan de rejoindre les BRICS. Exactement. Mais c'est un excellent point, parce que la Russie et la Chine, et maintenant l'Iran, eux, ils sont totalement pour. Essayez de vendre ça aux Indiens, absolument impossible. Par exemple, l'Organisation de coopération de Shanghai, c'était différent, parce qu'ils y sont entrés en même temps. La Russie et la Chine ont dit, écoutez les gars, venez, et si vous avez des divergences, vous les discutez ici autour de la table avec nous tous. Cette fois, c'est différent. L'Inde est déjà là. Elle considère qu'en Asie du Sud, c'est elle qui représente la région au sein des BRICS. Et maintenant, le Pakistan arrive avec cette nouvelle influence diplomatique, en essayant de jouer les médiateurs entre les Américains et l'Iran, avec une très bonne relation avec l'Iran et une relation ultra excellente avec la Chine. Les Indiens vont regarder ça et se dire « Waouh, on va être comme un petit rat à cette table. Personne ne va faire attention à nous. » Ils vont essayer de nous éjecter de la table. Merci, Pep. Muito obrigado. Merci beaucoup à toi aussi, Nima. J'espère que j'ai pas trop troublé ta tranquillité. Parler avec toi, ça ne détruit rien. Au contraire, ça améliore les choses. Mais aujourd'hui, on était censé aller à Nadia Fikarbala, Nima. C'était aujourd'hui qu'on devait y aller. J'ai Nadia Fikarbala en tête. Eh bien, quel programme pour vous tous, notre public?
Se vocês ainda não viram em detalhes, entrem em canais Fala em inglês. iranistas no Fala em Telegram. inglês. Sorry, if you haven't seen it, go into Si vous ne l'avez pas encore vu, allez sur les chaînes Telegram iraniennes ou même russes. Regardez les images. C'est sans doute le spectacle public le plus incroyable qu'on puisse voir au XXIe siècle. Rien ne peut égaler ça. C'est tout un pays qui rend hommage à son dirigeant assassiné. Et bien sûr, il y a ce sentiment de fierté nationale. Même pendant la Coupe du Monde, ils sont sortis avec fierté. Ils ont été volés par la FIFA, ils n'ont perdu aucun match et ils sont partis, vous savez, la tête haute, avec le respect de toute la communauté du football et même du monde entier, parce que tout le monde voyait bien ils s'étaient fait voler. Ils ont quitté la Coupe du Monde avec dignité. Et c'est très très important, cette dignité qu'ils montrent dans les rues cette semaine. Very, very important. The dignity that they are showing in the streets this week.